La divorcée et ses complices. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette deuxième émission de La divorcée et ses complices. Alors, Marilyn Petit, votre animatrice, j'ai le privilège de passer la prochaine heure en votre compagnie. Et aujourd'hui, on va parler de dépendance affective. Êtes-vous un dépendant ou une dépendante affective? Est-ce qu'il y a une différence entre la dépendance affective et la dépendance amoureuse? Alors aujourd'hui, avec nous pour en parler, elle est coach, conférencière, auteur du best-seller Le syndrome de Tarzan, qui justement parle de se libérer des lianes de la dépendance affective. C'est de là l'analogie, j'imagine, avec Tarzan. Elle va pouvoir nous en parler. C'est Pascal Piquet qui est auteur de plusieurs livres, qui accompagne les gens à se libérer de la dépendance affective. Et qu'est-ce qui arrive quand on arrive à se libérer de la dépendance affective? On se dirige tout droit vers le bonheur. Alors, pour moi, c'est un bonheur de la recevoir. Prenez papier et crayon pour prendre des notes pour la prochaine heure parce que on va parler de plusieurs sujets, toujours au sujet de l'amour, hein? C'est de ça qu'on parle avec la divorcée. Alors, tous les jeudis de 9h à 10h. Pascal Piquet, bonjour. Bonjour Marilyn. Comment vas-tu? Très très bien. Nous sommes déjà de vieilles complices. J'ai grand plaisir à revenir auprès de toi sous ton aile protectrice pour discuter de choses qui nous touchent tous. Parce qu'il faut le dire, hein, dans mon ancienne vie radio, tu es venu à plusieurs reprises nous parler de ce sujet-là, hein, de ce qui est dépendance affective. Qui me tient à cœur. Oui, c'est ça. Qui est mon cheval de bataille. Qui est ton cheval de bataille. Si on commençait par justement... que tu me racontes pourquoi la dépendance affective. Dis-moi, Pascal, es-tu une ex-dépendante affective? Oui, complètement. Eh bien, la dépendance affective, c'est le manque de confiance et d'estime qui pousse dans plusieurs pièges. Donc, on ressent un grand vide à l'intérieur par carence affective, manque de reconnaissance, affection et protection dans l'enfance, ce qui fait que la confiance et l'estime sont affectées. Le résultat, c'est qu'on grandit, mais notre croissance affective ne se fait pas. On a un corps d'adulte avec des comportements d'enfant. Donc, c'est cet enfant-là qui va nous envoyer dans la mauvaise direction, cet enfant intérieur, donc ne pas confondre avec l'âme d'enfant. Ouais. C'est l'enfant intérieur, l'âme d'enfant étant la capacité à s'amuser et s'émerveiller. C'est cet enfant intérieur qui est un terroriste terrorisé, qui a 6 ans, dans un corps d'adulte de personnes de 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, 90 ans. Et on est dévasté parce qu'on se retrouve dans l'impossibilité d'avoir les bonnes réactions. Donc, on s'accroche ou à quelqu'un ou à quelque chose, c'est-à-dire soit on s'agrippe à l'alcool, la drogue, le jeu, le sexe, le travail, le sport et toutes sortes de choses. À l'amour de maman, l'amour de papa. On remplit le vide avec des compulsions ou avec des personnes, effectivement, ça peut être avec les parents, avec les enfants, avec les amis, avec le patron, les collègues de travail, même les inconnus par la peur du jugement. Et ça, c'est la dépendance émotive, c'est-à-dire qu'on est émotivement dépendant d'un autre être humain, pas uniquement un conjoint, versus la dépendance affective qui provoque ce grand vide qu'on va remplir par des compulsions. Donc, l'objectif, c'est toujours de remplir par l'extérieur, mais c'est impossible. Quand on est un dépendant, on va toujours aller chercher à l'air. Mais si on revient à toi, Pascal, t'étais cette personne-là, dépendante affective? Effectivement, je me suis spécialisée en dépendance affective depuis 2005, puisque je suis coach depuis 2005, ça commence à faire de nombreuses années. Et oui, j'ai barboté dedans allègrement et j'avais ma petite tenue mouchetée, je me balançais d'une liane à l'autre. Ouais. J'ai vu que tout ça, au départ, tu as eu un divorce. Je pense que ton conjoint t'a trompé pendant que tu étais enceinte. Ah, mais en fait, c'est plus fourni que ça, on va dire, mon histoire. C'est parce qu'au début, je suis une séductrice, donc je suis ce que j'appelle un trou noir affectif. C'est-à-dire, comme les trous noirs dans l'espace, je prends mais je ne donne rien. Je n'ai aucune émotion envers les hommes. Depuis le début de ma carrière sexuelle, on va dire, j'ai aucune émotion. Et puis, donc je butine, et voilà, c'est tout. Je pense toi, tu passes d'une relation à l'autre sans vraiment t'impliquer, sans m'impliquer aucunement. Mais non, je butine, mais tu sais le style en plein milieu de la nuit, tu rampes sur la moquette, tu attrapes ton string et ton soutien-gorge au passage, et puis tu te faufiles en dehors de la porte, tu t'habilles dehors et tu te sauves. Je revenais jamais sur les lieux du crime. Ça m'étouffait. Si quelqu'un voulait une deuxième relation, ça m'étouffait. Et là, t'étais pas consciente que c'était de la dépendance affective. Mais bien sûr, mais moi je trouvais ça rigolo. C'est comme un jeu pour toi? Ben oui, parce que j'étais séductrice. Mais je ne séduisais que
que ce que je tuais, enfin je ne mangeais que ce que je tuais, c'est-à-dire que j'allais séduire que les hommes qui me plaisaient. OK. J'allais pas séduire les autres. Cela dit, Il devait être dans tes critères. oui, mais cela dit, j'aimais bien que les autres me regardent aussi. OK. Comme on dit, j'aimais bien que tous les boutons de braguette sautent sur mon passage. Oh! C'est bon. Ça, c'est la séduction. Et puis bien, je tombe sur le père de ma fille qui est aussi trou noir que moi, c'est-à-dire qui est aussi déconnecté de ses émotions que moi, et c'est moi qui bascule dans le desperado, c'est-à-dire celui qui donne tout. Bon, là, les auditeurs t'entendent parler trou noir, desperado. Qu'est-ce que c'est? En fait, il faut avoir lu ton livre, Le syndrome de Tarzan. C'est que toi, tu as donné des personnalités aux dépendants affectifs. C'est ça. Dont un que t'appelles le trou noir. Le trou noir affectif. Que tu te disais être. Comme les trous noirs comme les trous noirs dans l'espace qui gobent tout, donc ça se joue par équipe de 2, la dépendance affective. Il y a celui qui prend tout, qui est le trou noir affectif, et celui qui donne tout, qui est le desperado. Quand tu dis prends tout, qu'est-ce que tu entends par prendre tout? Ah ben tu fais tout pour lui. En fait, le desperado devient esclave de l'autre. OK. Sans même que l'autre demande quoi que ce soit. C'est ça le pire. Donc, il est dévoué, il va s'oublier. Ça, c'est le desperado. Absolument. Disons, un desperado qui est en amour avec un trou noir, en relation, parce qu'on parlera peut-être pas d'amour. Le desperado essaie d'acheter l'amour, donc il donne désespérément ce qu'il n'obtiendra désespérément jamais. OK, fait que lui, il va être porté à aimer quelqu'un qui peut ne pas l'aimer comme il voudrait être aimé. Il donne parce qu'il veut recevoir. Donc il va essayer d'acheter l'autre. OK. En faisant tout ce que l'autre veut, en étant son esclave, l'ombre de son ombre, l'ombre de sa main, l'ombre de son chien, comme dirait Jacques Brel. Donc c'est ça, le desperado veut absolument vivre à travers l'autre. Il se transforme en esclave. Et l'autre donc il oublie sa vie. Complètement. C'est fusionnel. Il donne sa bouteille d'oxygène au trou noir affectif qui, lui arrache sa bouteille d'oxygène. Et les deux veulent respirer. Mais tout ça, c'est inconscient, là. Ni un ni l'autre sont conscients de ce pattern-là. Ce qui est intéressant dans ce cas de figure, dans cette dépendance, c'est que les deux ne se rendent pas compte parce qu'ils n'ont pas le même rôle. Donc le trou noir affectif qui repousse l'autre, il a l'impression qu'il a aucune dépendance. Ouais. Et l'autre est à plat ventre devant. Donc le desperado est à plat ventre devant toi, et toi, ça n'a aucune importance pour toi. Tu n'es pas accroché à la personne, à ce que tu crois. Donc comme il y a deux rôles différents, les gens se rendent pas compte qu'ils ont le même problème, mais qu'ils le manifestent de deux façons différentes. Ouais. Parce que c'est quand même deux dépendants affectifs. Ce sont deux dépendants affectifs. Noir. Oui, le trou noir est coupé de ses émotions par réaction, par rapport à son enfance ou par rapport à des blessures. Il se coupe de ses émotions. Donc lui, il est stoïque. Il ressent rien. Il a aucune empathie, aucune compassion. C'est pour ça qu'on les appelle les pervers narcissiques manipulateurs, mais c'est pas vrai là. Ça, c'est pour moi là, ce sont jamais que des dépendants affectifs qui sont coupés de leurs émotions. Et puis tu as en face du trou noir affectif qui est coupé de ses émotions le desperado qui est branché sur du 220 et qui grimpe au rideau toutes les 2 secondes. Parce que lui, il est tellement connecté à ses émotions qu'il explose toutes les 2 secondes. Ouais. Parce qu'il vit les 5 blessures que Louise Bourbeau a mises à jour. Le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice et l'humiliation. Donc, on a un desperado qui grimpe au rideau toutes les 2 secondes face à un trou noir qui ressent rien et qui l'utilise. Tu sais, dans le fond, l'émission ici est dédiée à celles qui ont des peines d'amour, que ce soit la séparation ou le divorce. Est-ce qu'on peut devenir un trou noir après une rupture? Bien sûr, mais surtout... As-tu déjà entendu quelqu'un dire les hommes m'en ont fait voir de toutes les couleurs, maintenant ils vont payer. Et boum, ou les hommes aussi peuvent dire ça. Moi j'aime plus, ça fait trop mal. Oui, alors ça ce sont les indépendants affectifs, c'est-à-dire que pour avoir été broyé dans plusieurs relations, parce qu'on va de pire en pire, comme tu le sais, plus tu vas d'échec en échec, plus ta confiance diminue. À chaque échec, la rupture part avec un morceau de ta confiance. Et moins tu as confiance, plus tu attires des grands prédateurs. Parce que la lionne va plutôt s'attaquer à l'antilope à la patte cassée qu'à la championne du monde de course à pied. Donc, plus tu es blessé, plus tu vas attirer des gros prédateurs. Donc, est-ce que plus t'es trou noir, plus tu vas attirer des desperados? Oui. OK. Et plus t'es desperado, plus tu vas attirer des trous noirs. Exactement. Jusqu'à ce que tu te rendes compte que t'es un desperado ou un trou noir. Exactement. Okay. Exactement. Et il faut réaliser que l'amour, tu sais, ça ne s'achète pas. L'amour, ça s'attire. Ouais. Et ça ne se chasse pas non plus, parce que si tu le chasses, tu le chasses. Ouais. Donc l'amour, ça s'attire. Mais on peut pas l'acheter. Ouais. Si on achète l'amour, on est dépendant. Ou si on se laisse acheter, on est dépendant aussi. Ouais. Donc c'est cette dualité entre ces deux personnages qui fait que, ceux que la névrose rapproche, l'équilibre les sépare. C'est-à-dire que Qu'est-ce que la névrose pour nos auditeurs? C'est le déséquilibre affectif. Okay. C'est un trouble du comportement. C'est ce qui nous amène à devenir un desperado ou un trou noir.
Okay. Une névrose, c'est un trouble du comportement et la dépendance affective est un trouble du comportement. C'est-à-dire qu'on est resté un enfant dans certaines sphères de notre vie et du coup, on agit comme un enfant. Comme je le disais en début d'émission, un terroriste terrorisé. C'est-à-dire que c'est un enfant qui devrait être dans le passé et qui se retrouve aux commandes d'un avion d'adulte et qui ne sait pas piloter du tout, vous voyez. Ouais. Donc, si on peut avoir dans la vie d'adulte professionnel des comportements tout à fait cohérents, donc, on agit en adulte dans la vie professionnelle et dès qu'il s'agit de relations affectives, on perd complètement ses moyens. Il devient un enfant. Un véritable enfant, mais un enfant perdu. C'est pour ça qu'on va voir des hommes de carrière où ça va très, très bien, les finances font de l'argent, mais en amour, c'est un gros zéro. Mais je dis un homme, mais c'est la même chose pour une femme. Là. Oui, mais souvent, ça commence par ça, c'est-à-dire qu'un homme peut être très, très brillant, une femme très, très brillante, mais plus particulièrement un homme, il est très brillant et soudain, il se retrouve devant une femme qu'il trouve belle. Ouais, il et perd là, tous ses moyens. Il bafouille, il rougit, et il gaffe, il est complètement perdu. Il redevient un petit garçon. Tout ça parce qu'il trouve la dame très belle et qu'il n'a pas assez confiance en lui pour l'aborder et pour penser qu'elle peut s'intéresser à lui. Ouais. Et vice versa. Je veux dire, une femme qui voit un homme s'approcher. Moi, je me souviens de mon éditeur Mathieu Béliveau, qui est un très bel homme. Et la première conférence à laquelle il a assisté avant de sortir Le syndrome de Tarzan en 2007, j'entends une femme qui passe à côté de lui et qui dit oh, il est trop beau pour moi. C'est ça. Et ses copines lui disent mais pourquoi? Ah mais parce que il voudra pas de moi et de toute façon même s'il était avec moi, il y en a une autre qui me le prendrait. Ouais. Bon, alors on s'entend qu'une personne c'est pas une mobilette, on peut pas la voler. Ça, est-ce que c'est un desperado qui venait de parler? Bien sûr, qui manque tellement de confiance en elle qu'elle ne peut pas imaginer qu'un bel homme puisse s'intéresser à elle. Et s'il faisait, et c'est pour ça qu'elle donne tout, parce qu'elle veut pas le perdre, puis elle peut pas le croire. pour elle, c'est comme un miracle. C'est ça. Elle va s'oublier pour l'amour de l'autre. Mais oui, pour pas le perdre, bien sûr, bien sûr. Okay. Et on s'entend que quand une relation repose sur la névrose, donc le trouble du comportement, la dépendance affective, en général, ça finit mal. Donc c'est là qu'on se retrouve en rupture. C'est là qu'on se retrouve séparé ou divorcé parce que, en même temps, la bonne nouvelle, c'est qu'une rupture, c'est la remise en liberté de deux personnes qui n'ont plus rien à faire ensemble. Donc une rupture, c'est toujours l'occasion de travailler sur soi, de faire l'autopsie de cette relation, voire des précédentes, pour savoir de quoi elles sont mortes. Et la plupart du temps... De la relation et de mon bilan personnel à moi, pour savoir pourquoi je suis dans cette position-là. C'est ça. Et l'issue de l'autopsie, c'est de découvrir que c'est un problème de dépendance affective. Et toi, comment s'est passée ton autopsie? Alors, comment en es-tu venue? Alors, tu imagines une vraie cigale. Hein, dans la première partie de ma vie affective, tout va bien. Je suis jeune et belle et célibataire. Je butine. Je me pose aucune question, mais aucune, jusqu'à l'âge de 27 ans où je tombe sur le père de ma fille. Et là, boum. En fait, il est trou noir affectif comme moi. Mais quand deux trous noirs affectifs se rencontrent, qu'est-ce qui se passe? Il y en a un qui bascule desperado. Parce que dans le monde de la dépendance et le du plus déséquilibre, fort va rester. il y en a toujours un qui domine. Il y en a toujours un qui domine. Donc, je suis tombée sur un trou noir, comme moi, mais c'est moi qui suis tombée dans le desperado. Okay. Et là, évidemment, il s'ensuit des histoires rocambolesques, abracadabrantes, et je me dis, ah, mais j'y peux rien, je suis tombée amoureuse, je n'y peux rien. C'est faux. C'est plus fort que moi. Oui. Vous êtes responsable de vos sentiments, mesdames et messieurs. Donc moi, je me dis, oh ben ça y est, je suis tombée amoureuse, j'y peux rien. Je suis piégée. Il est en relation bizarre avec une personne qui est très 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 déséquilibrée et qui s'en prend à moi pendant 9 ans, la suite de l'histoire. Et ensuite, il prend une maîtresse quand je suis enceinte. Et pendant toute ma grossesse, je prie le ciel pour qu'il se ramène à la raison et qu'il vire sa maîtresse et qu'il revienne vers moi quand le bébé sera né. Pas du tout. Rien de tout ça ne se produit. Mais surtout, dans la tromperie, il faut savoir que c'est pas l'autre qui nous trompe. Nous nous trompons nous-mêmes. Je savais très bien qu'il me trompait, mais j'ai juste pas voulu passer devant la maison de sa maîtresse pour constater que la voiture de mon mari y était. Ouais, voilà. Donc je me suis leurrée moi-même et je me suis trompée moi-même parce que le message de sa part était très clair. Donc le desperado va fermer les yeux aussi sur beaucoup de choses parce que de toute façon, c'est vital pour lui d'avoir l'autre dans sa vie. Ouais. Donc il va s'aplatir, il va s'humilier, il va faire toutes sortes de choses. Tout sauf la rupture. Tout sauf la rupture. Je suis prête à tout accepter sauf la rupture. Mais le drame de la dépendance, c'est que c'est tout sauf la rupture. Ouais. Parce que rompre, c'est mourir. Ouais. Et je dirais même plus loin, c'est crever. Se retrouver seul, c'est crever. Parce que ce grand vide qu'on a à l'intérieur, c'est un gouffre. Ça, c'est dans la vision du desperado. Exactement. Parce que le trou noir, lui, il vit pas. Ça peut lui arriver aussi. Quand le desperado en a assez qui s'en va, là, c'est le trou noir qui sent qu'il y a un les gouffre. rôles s'inversent. Oui, parce que c'est je te suis, tu me fuis. Je te fuis, tu me suis. Donc il faut comprendre que c'est un gouffre où il fera froid tout le temps, il y a un gouffre sans fond. C'est pour ça que les gens vont endurer n'importe quoi, homme ou femme. On est prêt à endurer n'importe quoi. Pascal Piquet, on va parler, je suis très curieuse de voir la différence entre, en fait, la dépendance affective et dépendance amoureuse. Puis comment je sais si je suis
une dépendante affective. Fait que restez là, on est en compagnie de Pascal Piquet avec la divorcée et ses complices pour en parler. Restez là. On a parlé un peu de toi, ton histoire, bon, un desperado, trou noir, qu'est-ce que c'est? Si je me demande, est-ce que je suis amoureuse ou dépendante affective? C'est quoi la différence? Comment une personne peut savoir qu'elle est dépendante affective? Alors, pour commencer, il faut vraiment se concentrer parce que la dépendance affective, c'est le vide qu'on a à l'intérieur. Et ce vide-là, on va le remplir par des compulsions. Donc ça, c'est la dépendance affective qui provoque un grand vide. Ensuite, il y a la dépendance émotive, c'est-à-dire qu'on est émotivement dépendant d'un autre être humain, dont un conjoint ou une conjointe, évidemment. Donc le premier, la dépendance affective, provoque un grand vide qu'on remplit par des compulsions. On peut être un indépendant affectif, c'est-à-dire qu'on peut s'adonner à l'alcool, la drogue, le jeu, même le sexe en butinant, mais on veut pas rentrer en relation. On a été broyé, donc on est un indépendant affectif avec des compulsions. La drogue, l'alcool, le jeu, le travail, le sexe. Et puis, la dépendance émotive, c'est quand on est émotivement dépendant d'un autre être humain et donc d'un conjoint. Donc la différence, c'est être dans le plaisir ou dans le besoin. Êtes-vous dans le besoin avec la personne ou dans le plaisir? Parce que si vous êtes dans le besoin, vous êtes dépendant et vous êtes soumis. Vous devenez esclave. Si vous êtes dans le plaisir, eh bien c'est 1 + 1 = 2, un couple heureux. Ouais. Et si on n'est plus dans le plaisir et qu'on tombe dans l'inconfort, on est capable de débarquer. On est en dépendance quand on n'est pas capable de débarquer. Et quand la petite voix te dit, tu vas voir, ça marchera pas, il y a un problème, regarde, la personne, elle fait ci, elle fait ça, il y a un problème, mais on y va quand même. Et que tu l'écoutes pas. Ouais, c'est ça, on décolle. Je veux dire, il n'y a aucun pilote qui décollerait avec un tableau de bord qui clignote. Hein. On le souhaite. C'est vrai. Mais nous, on va décoller. Donc moi, mon tableau de bord, c'était une machine à boules, c'est un flipper, c'est un sapin de Noël, ça clignotait de partout. Même mon père a essayé de me prévenir la veille du mariage, mais je l'ai pas écouté. Il m'a dit, Pascal, t'es sûr de ce que tu fais? Tu sais ce que tu fais? Et qu'est-ce que j'ai dit? Ouais. Tu vas voir, papa, je vais le sauver. Ah oui, c'est souvent ça, hein? Un desperado veut le sauver. Le desperado est un sauveur. Je vais le sauver. Alors, la belle en détresse et le beau ténébreux qui souffre, laissez-les sur le bord de la route. Ouais. Il y a des spécialistes pour ça, il y a des dépanneurs, les coachs. Mais ne vous accoquinez pas à quelqu'un qui est en souffrance. Fait que si, dans le fond, la personne tente à aller vers ce genre de personne-là, malgré les voyants, elle peut soupçonner qu'elle est dépendante affective là-dedans. J'ai une personne qui m'a dit, avant-hier, écoute, je suis vraiment tombée sous le charme de cette personne. Si tu voyais les yeux qu'elle a, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils ont ces yeux? On dirait des yeux d'une petite fille qui est en détresse. Oh là 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 là, oh là là, non. Pour tomber amoureux, il faut voir des yeux d'homme et des yeux de femme, pas des yeux de petite fille ou de petit garçon, parce que là, vous êtes partis pour les ennuis. Mais comment je fais la différence entre j'aime cette personne-là, je veux passer ma vie avec, et que j'ai besoin, des fois c'est subtil, là, on le sait comme pas trop entre les deux. C'est souvent la rupture qui va te le dire. Quelle est la différence entre une personne équilibrée en rupture et la différence avec une autre personne équilibrée qui rompt? La personne équilibrée, c'est un deuil. La rupture est un deuil, mais elle va se remettre d'aplomb. Oui. La personne en déséquilibre, elle va avoir beaucoup de mal à se remettre d'aplomb. Elle va même aller jusqu'au suicide. Parce que c'est pas la solitude qui tue, c'est la peur de la solitude. Et il faut comprendre que le dépendant est terrifié par la solitude. Ouais. Ça le terrifie. Et souvent, quand on a une rupture, justement, ou une séparation, il y a un divorce, c'est la solitude qui fait peur aux femmes ou aux hommes. C'est pour ça qu'on ne veut absolument pas rompre. Tout sauf la rupture. Tout et n'importe quoi sauf la rupture. On est prêt à endurer n'importe quoi parce que c'est terrifiant. Et c'est juste l'idée qu'on s'en fait. Parce que moi, j'ai vu des gens qui avaient des relations une fois, par exemple, 3 ou 4 fois par an parce que la personne en longue distance. Mais c'était juste l'idée qu'il y avait quelqu'un qui pensait à eux, même s'ils ne le voyaient pas souvent. Elle n'était pas seule. C'est dans ça. sa tête. C'est ça, tout à fait. C'est juste l'idée qu'on s'en fait entre nos 2 oreilles. Donc la différence, c'est le plaisir ou le besoin. Est-ce que je suis dans le besoin avec cette personne? Est-ce que je ferai n'importe quoi pour rester avec elle? Ou alors non, j'ai des balises. Si la personne dépasse certaines limites, je débarque. Oui, mais quand tu acceptes de te marier ou de former un couple avec quelqu'un, tu veux pas nécessairement le perdre. Comment on fait pour savoir que jusqu'où ça va dans la dépendance affective de la normalité? C'est la souffrance. C'est la balise, la première balise, c'est la souffrance, mais on a tous été bercés par aimer, c'est souffrir. Donc on l'a tous cru et on est tous partis dans cette direction. Donc c'est mais je l'ai tellement aimé, j'ai tellement souffert. Comment est-ce qu'on peut imaginer quand on ouvre les yeux et qu'on réfléchit une minute que la souffrance et l'amour puissent être dans le même décor? C'est pas possible. Aimer, c'est être heureux. Être déséquilibré ou en dépendance affective, c'est être malheureux. Donc à partir du moment où il y a de la souffrance, attention,
attention, c'est le premier voyant lumineux rouge qui clignote, demandez-vous qu'est-ce qui vous fait souffrir dans la relation. Et il faut autopsier immédiatement le voyant rouge, et puis vous allez avoir des réponses. Mais quelqu'un qui veut faire des compromis, qui veut travailler le couple... Ça, c'est un de mes mots préférés, ça. Oui. Sacrifice, compromis et concession. Je les appelle les SCC dans mon livre, Le syndrome de Tarzan. Sacrifice, compromis et concession. Eh bien, ma chère Marilyn, je suis contre. Je suis contre les sacrifices, concessions et compromis parce que c'est de la graine de frustration. En fait, on fait un bras de fer, mais on sait qu'on va perdre. Parce qu'à partir du moment où tu te sacrifies, tu te rends esclave et tu vas être méprisé. Moi, je suis pour trouver la zone de confort. Deux personnes pour une relation gagnant-gagnant, on va communiquer. Ouais. Et en communiquant, on va trouver notre zone de confort. Oui, mais si ton conjoint, on va prendre un exemple bien banal, il veut aller voir un film d'action au cinéma, tu voudrais aller voir un film d'amour, il y a un des deux qui va devoir faire un compromis, sinon vous allez prendre chacun votre salle, vous ne pourrez pas y aller ensemble. Ça peut être une solution. Ou alors le lundi, on va voir le film d'action, le mardi, on va voir le film d'amour. Oui. Ou alors... Mais ce soir-là, il y a eu compromis, d'un ou l'autre. Non, c'est pas un compromis, c'est une zone de confort. Personnellement, je regarde jamais les films d'action toute seule. Mais quand je suis avec mon amoureux, j'aime regarder les films d'action parce que on est à deux, puis je trouve ça rigolo. Bon, je fais des commentaires sur les impossibilités dans les relations affectives. Il me demande de me taire, ma fille aussi, mais c'est plus fort que moi. J'ai ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Mais je regarderai pas un film d'action toute seule. J'aime le regarder avec lui. Donc, on doit rester dans le confort. Tu comprends? Là, ça, c'est important. On doit rester dans le confort. À partir du moment où tu te retrouves dans l'inconfort, il y a un problème. OK. Donc, toi, le mot compromis, c'est l'inconfort que ça amène. C'est de s'oublier. Mais t'es aussi, tu sais, quand tu nous dis, bon, j'aime pas les compromis, t'es aussi pour l'entente, qu'on n'appellerait pas un compromis parce que ça nous fait plaisir de le faire. C'est ça. Mais on joue sur les mots. Si on n'est pas un desperado. Oui, c'est ça. On joue sur les mots, mais en même temps, il faut que le public comprenne les différences et les nuances. Oui. La zone de confort, c'est, bien écoute, j'ai envie d'aller voir un film d'action. Bon, moi là, je sais pas trop, je sais pas si j'ai envie. On va discuter. Ouais. Et si on s'aime les deux, c'est sûr qu'on va trouver une zone de confort. Quand on trouve pas la zone de confort et qu'il y a un sacrifice, compromis, concession, c'est parce que c'est une dispute entre les enfants intérieurs. Ouais. C'est deux enfants qui se disputent parce que voiture. Dans un couple, on n'est pas deux. On est 4. Ouais. Il y a 2 adultes, 2 côtés adultes et 2 côtés enfants. Et quand ce sont les 2 enfants qui s'affrontent, ou le côté adulte de l'un et le côté enfant ou vice versa, on peut pas trouver un terrain d'entente. Non. Il n'y a pas de terrain d'entente. Ce sont 2 sales gamins qui tirent la couverture vers eux et qui veulent savoir qui va avoir raison. Et le desperado, qu'est-ce qu'il fait? Il lâche la couverture. Il la laisse à l'autre. Et donc, il va tout le temps se sacrifier. C'est toujours le même qui va se sacrifier. Ouais. Et à chaque fois qu'il se sacrifie, tu sais ce qu'il obtient en échange? Du mépris. Parce que c'est classique dans les comportements humains, quand il y en a un qui se soumet, l'autre le méprise. Ouais. Il y a des grands mépris, des petits mépris, mais c'est automatique. Donc si les 2 personnes ne se respectent pas, qu'elles ne sont pas de force égale, celle qui domine l'autre va mépriser la personne. C'est comme ça. De là, le bourreau, sauveur, victime, là. Oui, ça me gêne un peu parce que dans le triangle, il y a 3 rôles et puis on n'est que 2 personnes. Donc ça mélange un peu les gens. Tandis que quand tu dis trou noir affectif et desperado, on alterne et là, tout le monde comprend. Un coup t'es trou noir, un coup t'es desperado. Dans le même couple, on peut alterner aussi. Bon, c'est ça, c'était ma question. Ça veut dire que si moi, je me qualifie de desperado, il y a des journées où je peux être trou noir. Oui. Ou tout dépendamment de... C'est ça. Mais c'est pareil. On s'entend que ça peut être en amitié aussi, hein. Ou dans le travail, ou dans toutes les sphères, sociales, professionnelles et privées, on peut être desperado ou trou noir. Fait qu'on peut vivre la dépendance au travail. Partout. OK. Absolument partout. D'ailleurs, j'en parle dans La jungle des comportements humains. Ça qui est ton dernier livre. C'est ça qui est sorti au mois de mai. J'en parle, j'explique comment les conflits vont se créer et aussi comment les apaiser. D'ailleurs, j'en ai réglé un avec du rouge à lèvres. Ça, il faudrait lire le livre pour comprendre. Mais j'ai réglé des conflits avec du rouge à lèvres. Et ça n'a rien de sexuel, je vous rassure. Quels sont les symptômes d'un dépendant affectif? Déjà, on peut lui poser la question, quelles ont été tes relations avec tes parents? Alors, si elles ont été difficiles, on s'aligne sur une problématique de dépendance. Le symptôme d'une personne en dépendance, c'est soit elle est indifférente, tu lui envoies des textos, elle répond pas, elle a aucune empathie, elle se met pas dans tes chaussures, c'est son nombril, tout doit tourner autour de son nombril, ça c'est le trou noir affectif. Ouais. Ou alors le desperado qui te texte toutes les 5 minutes, puis si dans les 3 minutes 50 t'as pas répondu, il texte toutes les 2 minutes et puis il lui faut la réponse parce qu'il a vraiment besoin de savoir que t'es là. Donc, mais ça c'est flagrant, on va les reconnaître. Mais si on y va plus subtilement, là, parce que c'est pas, tu sais, il y a comme un milieu à tout ça. Oh, tu as froid, Marilyn? Oh, tu veux un petit verre d'eau? Oh, Marilyn, est-ce que tu veux des chaussons? Oh, Marilyn, t'as trop de lumière? Oh, Marilyn. Voilà. Ça devient envahissant. Ça, c'est un desperado. Mais oui. OK. Puis moi, comme j'ai pas de réaction, je suis la trou noire. C'est ça. Ou alors tu vas me dire, bon, mais Pascal, si j'ai besoin de quelque chose, je vais te le dire. Mais moi, je continue.
Ouais. Non, je suis sûre, tu veux une tisane. Je suis sûre que tu veux une tisane. Et à un moment donné, tu vas grincer des dents en te disant, mais qu'est-ce qu'elle comprend pas quand je lui dis, je te demanderai si j'ai besoin. Et on anticipe. Le desperado va anticiper jusqu'à en être étouffant. Mais il veut un retour. Et moins il a de retour, plus il est étouffant. Plus il est étouffant, moins il a de retour, puisque c'est je te suis, tu me fuis. Donc, à partir de là, on s'inscrit dans un cercle vicieux. Donc, on s'entend qu'il y a une échelle de Richter de la dépendance affective, c'est-à-dire c'est de 1 à plus de 10. Ceux qui sont entre 1 et 4, je le rappelle, la dépendance affective, c'est le manque de confiance et d'estime. Oui. Ceux qui sont entre 1 et 4, bon, ils sont assez fréquentables, c'est pas épouvantable. Mais 5 et plus, là, ça devient compliqué. Parce que là, on rentre dans la violence. Les 5 violences qui ont été répertoriées, la violence physique, verbale, économique, sexuelle et psychologique. Donc là, ça peut être des passifs agressifs. Ah ben on le sait bien, hein, si tu savais cuisiner, tu serais passé au journal télévisé. Hein. Ouais. Ah ben on le sait bien, si tu savais bricoler. Oui, ça commence comme ça. Puis après, ben ça finit comme moi, à grands coups de poing dans la figure. Moi, j'étais dans la violence verbale, psychologique et physique. Donc, puis, tu sais, on peut dire aussi sexuel, parce que qu'est-ce qui se passe quand on se tape dessus? Et tu le sais, c'est moi qui attaquais mes conjoints quand j'étais à bout de ressources et qui voulaient se servir de leur force d'homme, ce qui ne m'impressionnait pas. Quand j'étais à bout de ressources, on se tapait dessus. Enfin, je les attaquais, on se tapait dessus. Puis après, qu'est-ce qu'on faisait? L'amour. Et non, pardonnez-moi l'expression, on baisait. Voilà, c'est ça. Tu te rappelles, hein, les 3 vitesses, hein, il y a baiser, c'est nourrir sa névrose et nourrir celle de l'autre. Et il y en a souvent une qui est lésée dans l'histoire. Et il y a faire la sensualité, c'est avoir du beau sexe entre adultes consentants, avec du plaisir mais sans les sentiments. Et il y a faire l'amour. Et pour faire l'amour, il faut s'aimer soi, il faut aimer l'autre et réciproquement. Là, on rentre dans les ligues majeures. Donc, on se tape dessus, on s'insulte, on fait la pire chose qu'on puisse accepter. Et après, on a des relations sexuelles. Est-ce que c'est normal? On vient de se traiter de grosses épées, de grosses vaches, de tout ce que tu veux. Et après, on copule comme des brutes. Puis des fois, c'est meilleur après. Voilà, la réconciliation sur l'oreiller. Mais tu sais pourquoi c'est meilleur? C'est parce qu'on a eu très peur de se perdre. On s'est affronté, puis on a eu tellement peur de se perdre qu'on se rattrape. Tu vois, c'est comme si t'es lancé dans le vide et hop, tu rattrapes l'autre au bout de la main. Et ben c'est ça. Mais c'est pas de l'amour. Pascal Piquet, on parle de dépendance affective à l'émission La Divorcée, du livre best-seller Le syndrome de Tarzan. Aujourd'hui, pour parler avec nous de dépendance affective. Si vous avez manqué le début de l'émission, vous êtes curieux à savoir est-ce que je suis une dépendante ou un dépendant affectif, mais sachez que le podcast sera disponible sur Balado après l'émission. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur la page Facebook de l'émission, La Divorcée, la page de La Divorcée. Alors, Pascal Piquet, comment on doit s'attendre à voir réagir face à une rupture ou une séparation ou un divorce, un dépendant affectif? Eh bien, il vient me voir la plupart du temps parce que la personne est dévastée et on n'arrive pas à faire face. Une personne en déséquilibre retombe dans ses chaussures d'enfant. Qu'est-ce que c'est dévasté pour toi? Dévasté, c'est on voit plus d'avenir. On croit qu'on va mourir. C'est ça ce qui est terrible. On ne peut plus respirer. C'est comme si on t'avait déconnecté de ta bouteille d'oxygène. C'est affreux. C'est aussi souffrant que la désintoxication à l'alcool ou à la drogue. C'est très souffrant et c'est souffrant dans le corps. Et là, c'est vrai. Là, il n'y a pas de méthadone. Là, ça fait mal dans le corps, ce sevrage. Alors, j'aimerais souligner un point très important, c'est que on croit qu'on court après l'affection, mais ce n'est pas après l'affection qu'on court, c'est après la reconnaissance. Et la reconnaissance, comment on la traduit? Par l'affection. Donc, si tu me touches, tu me reconnais, même si tu me frappes. Donc, quand on est touché, on sent qu'on est reconnu. Et quand on est reconnu, on respire. Quand l'autre ne te reconnaît plus, il s'en va. Alors le pire, c'est qu'il s'en va et puis, par exemple, il s'en va avec ta mère ou ta sœur ou ta meilleure amie, ou elle s'en va avec votre meilleur copain ou votre père. C'est encore pire. Mais t'es arraché à ta bouteille d'oxygène. Et tu te retrouves en apnée. Et les gens deviennent dysfonctionnels. C'est-à-dire qu'ils ne mangent plus, ne dorment plus, ne font que pleurer comme des enfants. Et ils sont en petites boules, en petits bonhommes dans leur lit. Mais ils sont plus fonctionnels. Mais c'est pas tout le monde qui vit une peine d'amour. Non, là, je parle des cas extrêmes pour avoir ce genre de réaction. Mais c'est sûr qu'une rupture, c'est un deuil. Là, il faut respecter ça. C'est un deuil. Maintenant, c'est un deuil qui va être très court pour une personne équilibrée parce que tout de suite, elle va se dire, bon, je n'étais pas avec la bonne personne. Tout de suite, elle dit, ok, je n'étais pas avec la bonne personne pour telle et telle raison. Pour s'aimer, il faut être deux. Si l'autre a démissionné, bon, je suis tout seul, il faut que je m'en remette. Et puis, elle va regarder devant elle.
Mais elle peut avoir quand même de la peine, là. C'est le deuil, on a de la peine, c'est le deuil, c'est le deuil des habitudes, mais tu sais, le pire dans tout ça, là, quand on est en dépendance affective, il faut faire le deuil du fantasme que tu as tricoté autour de l'autre et qui n'a jamais existé. Ouais. Le prince, là. C'est-à-dire que tu tiens une personne, là, et puis tu tricotes un fantasme autour, tu tricotes comme tu voudrais que soit la relation et qu'elle n'a jamais été, mais tu attends que l'autre change, tout à coup qu'il changerait. Et le plus dur, c'est de faire le deuil de ce fantasme. Le faux, là. Oui, le faux parce de la qu'on relation, on a idéalisé, parce que évidemment, ce qui nous manque, c'est pas du tout quand il nous frappait, il nous humiliait, ou elle nous trompait, elle nous mentait. Écoutait pas, ou qui était pas présent, ça qui nous manque. Qui nous montrait pas d'intérêt. C'est ça. Ce qui va nous manquer, c'est le 0,5% de bonheur qu'on avait dans la relation et tout le reste qu'on avait tricoté. C'est ça. Donc, ce qui est fou dans la dépendance, c'est que tu es dépendante de quelque chose que tu n'obtiens pas. Il n'existait pas. Faut quand même le faire. C'est-à-dire que tu vois le sucre, tu le vois au-dessus de ta tête, le sucre, qui est brandi comme ça, là, qu'on t'agite sous le nez, là, mais tu l'attrapes pas. Parce qu'on n'est jamais satisfait, on ne peut pas l'attraper. Donc du coup, la personne en dépendance affective, dans les cas extrêmes, elle va se suicider. Dans les cas moins extrêmes, elle va être dévastée, puis elle va être dysfonctionnelle. Elle travaille plus, elle mange plus, elle dort plus, c'est fini. Et puis dans les cas un peu moins graves, on va dire, ça va être très 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 long. Alors le temps va passer, le temps fait son œuvre aussi, donc le temps va passer, la personne va se remettre et elle croit qu'elle est guérie, elle croit que tout va bien. Mais non, parce que dès qu'elle va rentrer en relation, elle va repartir dans le même cercle vicieux. Et elle peut chercher plus rapidement une relation. Ah ben il y a celui aussi qui pense qu'un clou chasse l'autre, mais c'est toujours un mauvais clou qui chasse un mauvais clou. Et souvenez-vous, plus vous êtes en échec amoureux, plus vous perdez confiance en vous, et plus vous attirez des grands prédateurs. Parce que moi là, après le premier, mon mari là, de 10 ans de plus que moi, je suis allée en chercher un autre de 15 ans de moins, parce que j'ai eu une période cougar. J'avais des addictions à l'alcool, au sexe et aux petits jeunes à un moment donné. C'est de la dépendance, ça, madame? Mais carrément, mais c'était affreux. C'était les dents me poussaient là. Je bavais quand je voyais un petit jeune bien beau et bien névrosé. C'était plus fort que moi, il me le fallait. Mais avec le recul, ça a pas de sens. Mais je voulais redorer mon blason au niveau de ma féminité et les hommes de mon âge, c'était trop facile à accueillir. Ce qui est aussi un peu vrai après une rupture, parce qu'il y a cette période-là où on a besoin. Moi, j'appelle ça les doses de JPE. Là, j'ai une petite dose de je pogne encore là, pour justement revaloriser un peu notre estime de nous, notre confiance. T'as celui qui veut plus entendre parler de relation ou celle qui veut plus entendre parler de relation, qui souffre. Moi là, personnellement, après mon divorce, je pense que si un homme s'était présenté, je l'aurais dépecé sur place. Il y avait écrit dans mon site internet subliminal, dans ce que je dégageais, passez votre chemin parce que je vais vous sauter à la figure. Et puis il y a celui ou celle qui va s'accrocher à la première liane qui passe parce que c'est vital. Il lui faut une autre bouteille d'oxygène, c'est vital. Alors, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, ne jugez pas les gens qui font ça. C'est plus fort qu'eux. Il faut pas juger sévèrement. C'est moche parce qu'on a tendance à se moquer du dépendant affectif en disant mais regarde-moi là, celle-là, elle est avec un type qui la frappe, elle doit aimer les coups. Regarde-moi le celui-là, il est avec une femme qui le trompe, il doit aimer être cocu. C'est pas vrai. Et en même temps, ils se font mal à chaque fois. Mais c'est parce que si on ça rouvre la blessure à chaque fois, parce qu'à chaque fois, ils vont être déçus. Puis c'est encore pire. C'est encore pire. Tu te jettes sur une autre relation qui fonctionne pas, puis tu te jettes sur une autre qui fonctionne pas. Tu dégringoles encore plus vite. Tu vas finir par dégringoler. Donc c'est comme se mettre au bord du gouffre et puis dire voilà, ou tu endures n'importe qui ou tu sautes dans le vide. Mais les gens sont prêts à endurer n'importe qui plutôt que le vide. C'est ça la dépendance. Et ça fait mal, je le répète, c'est un sevrage physique qui est terrible. Ça fait très très mal. Est-ce que on peut dire dépendante un jour, dépendante toujours? Non, la preuve. Regarde, moi là, en 2005, je me suis installée comme coach et je me suis mise vraiment dans cette niche qu'est la dépendance affective. Et pour l'avoir vécu et terrassée, c'est ce que je raconte avec beaucoup d'humour dans le syndrome de Tarzan. Mais une fois que tu développes ta confiance et ton estime, tu n'es plus esclave de personne. Tu es libre et tu es dans le plaisir et non plus dans le besoin. Et tu n'es plus au service d'eux ou à la disposition d'eux, tu rends service. Donc quand tu es équilibré, tu rends service et tu es libre de choisir avec qui tu es bien ou pas. Mais quand tu es dépendante, tu es au service d'eux et tu es dans le besoin. C'est vraiment la différence. Tu sais, nous, on parle de rupture. Pour qu'il y ait rupture, justement, est-ce que c'est parce qu'un qui était dépendant affectif peut s'être réveillé et dire, moi, je veux plus de cette relation-là? Oui. Alors là, on se retrouve, la relation fonctionne plus parce qu'il y a un des deux qui débarque de ce pattern-là. Qui sent qu'il souffre et qu'il faut faire quelque chose. Oui. Heureusement. Tu vois, moi là, j'étais donc un monumental traîneur affectif. Je serais passée à côté de ma vie, mais vraiment d'une façon royale. Heureusement que j'ai rencontré mon mari et le deuxième. Puis je peux dire que le troisième, ça aurait été l'antéchrist ou le diable lui-même, parce que le deuxième était très 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 gratiné. La candidature suivante, là, je veux même pas imaginer ce que ça aurait été si j'avais pas mis ça sur la glace. Mais il faut vraiment comprendre que on va de pire en pire.
Ouais. Et que à partir de là, si tu ne développes pas ta confiance et ton estime, tu vas plonger. Mais ce qui s'est produit avec ces deux relations-là, c'est qu'ils m'ont reconnecté à moi-même. Parce que le desperado, souvenez-vous, il est connecté à ses émotions. Moi, j'en étais complètement déconnectée. Je ne ressentais rien, que Dans du le trou plaisir. noir, quand tu étais trou noir. Voilà. Mm-hmm. Mais ces deux hommes-là m'ont ramené dans mes émotions, ça fait mal. Tu sais, c'est comme si ta main est insensible, tu la mets sur une plaque brûlante et tu te rends pas compte que ta main est en train de brûler. Mais là, d'un seul coup, mais ça fait mal. Puis je me fais repasser une deuxième couche en plus. Là, ça fait vraiment mal. Et là, je me suis dit, j'ai un problème. J'ai un problème. Et puis le problème majeur jusqu'où la dépendance affective m'avait conduite et émotive, indépendamment de l'alcool, c'est que je savais que j'allais tuer mon deuxième conjoint. C'est ça qui est terrible. Ça faisait de moi une tueuse. Je leur sautais à la figure dans la ferme intention de les tuer. J'en pouvais plus. Et je savais que le deuxième allait me provoquer et que j'allais lui faire la peau. Donc j'étais dans une urgence extrême de calmer la rage qui m'habitait. Ouais. Parce qu'on est enragé. C'est la grande souffrance. Mais c'est l'injustice et l'humiliation, en plus du rejet de l'abandon. T'es habité par une rage épouvantable. Donc cette rage où tu la retournes contre la personne d'en face, ou contre toi, ou contre l'amant ou la maîtresse, mais on peut plus se contenir. Donc j'étais vraiment dans l'urgence de régler cette rage-là. Et je l'ai réglée avec le shiatsu, Dieu merci, parce qu'il fallait quelque chose de très rapide. J'avais besoin d'une solution rapide. Et j'ai dû mettre mon orgueil de côté pour faire appel à une aide extérieure, parce qu'il y a l'orgueil aussi. Ouais. Moi, là, tu sais, moi-même pas mal, je vais m'en sortir toute seule. Et là, je pouvais plus. Je pouvais plus. Toute ma vie était écroulée. Je me suis rendue jusqu'à ce que ma vie soit complètement dévastée, écroulée. Il y avait plus rien qui tenait debout, même pas moi, pour que je me rende compte que j'avais un problème. Ça t'a pris une période de célibat? Est-ce que c'est à travers une période de célibat qu'on peut arriver à sortir de notre dépendance? Oui, mais attention, faut pas tenir compte de ce que je vais dire. Oui. Je suis restée 11 ans célibataire et abstinente pour comprendre ce qui m'était arrivé. Mais vous n'allez pas rester, mesdames et messieurs, très long, 11 ans. Oui, j'ai pas fait exprès. Je me suis pas levée un matin en disant, tiens, je vais rester 11 ans. C'est parce que j'avais besoin de comprendre. Il faut savoir que personne ne m'a aidé à me reconstruire. Je l'ai fait toute seule. Donc, je me suis reconstruite et j'en ai fait un livre toute seule. Sans comprendre, sans rien, coach, sans rien, psychologue, sans rien. Sans rien. J'ai dû remettre les pièces du puzzle bout à bout pour comprendre ce qui m'était arrivé. Et puis, ça m'a pris 11 ans pour me remettre en phase avec les hommes. Parce que j'avais compris, j'étais partie dans la mauvaise direction avec les séductions. C'était pas ça, l'amour. Et du coup, ça m'a pris 11 ans parce que j'ai dû comprendre. J'ai dû mettre les morceaux bout à bout, j'ai dû comprendre la dépendance affective et je l'ai réinventé, si tu veux, mais avec mes mots à moi et des métaphores très simples pour que le public comprenne. Tout le monde comprend mes livres, tout le monde. Et du coup, ça m'a pris 11 ans parce que j'étais dans le brouillard le plus complet et que j'avais énormément souffert. Et quand on s'est transformé en tueuse, on s'entend qu'on veut pas trop se rapprocher des hommes. Non, c'est sûr. Pascal Piquet, c'est super intéressant. On pourra en parler des heures et des heures. Il va falloir que tu reviennes nous voir à l'émission. Faut que tu me coupes le micro, sinon moi je vais continuer. Oui, je sais ça. Je suis curieuse de savoir quelle piste on peut avoir pour sortir de notre dépendance. On vient de se séparer. On vient de réaliser en écoutant l'émission qu'on est dépendant affectif. Comment on se sort de ça? Je suis très curieuse. C'est ma chanson préférée au hit parade de la névrose. C'est la cravache d'or. Je l'adore. Je ne pleurerai plus, je ne parlerai plus, je me cacherai là. Et laisse-moi devenir l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Bon, alors ça, si c'est pas de la soumission, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est de la dépendance. Ah, mais à plein régime. Au coton, comme on dit en bon québécois. Pascal Piquet, comment on fait pour éviter de retomber dans la dépendance après une rupture? La première des choses, c'est de savoir si on avait les deux pieds dedans, c'est de lire Le Syndrome de Tarzan. Je le dis pas pour faire la promotion du livre, mais ce livre a été écrit en 2007 et rafraîchi en 2015, où je raconte comment j'ai rencontré l'homme qui partage ma vie. Mais il faut commencer par là. Et si vous vous reconnaissez dans tout ou partie de mon histoire, et les milliers de gens s'y reconnaissent puisque c'est un best-seller, commencez à vous poser des questions. Ensuite, c'est de développer la confiance et l'estime. Il y a une multitude de façons de le faire. Aller vers la personne, un coach, un psychologue, ce que vous voulez, mais allez vers une personne, des conférences qui va vous aider à reconstruire cette confiance et cette estime, parce que c'est ça qui va vous redonner la liberté, qui va vous libérer de vos lianes. Donc c'est de faire une démarche et 98% de la population est affectée d'un manque de confiance et d'estime sur une échelle de 1 à plus de 10. Donc on peut avoir un petit manque de confiance et d'estime qui ne nous empêche pas de vivre, mais quand on a un gros manque de confiance et d'estime, ça nous empêche de vivre autant dans toutes les sphères, professionnelles ou sociales. Donc c'est vraiment, tout repose, tous les problèmes des êtres humains reposent sur le manque de confiance et d'estime. À l'inverse, tout le bonheur des humains repose sur la confiance et l'estime. C'est-à-dire que la première personne qu'il faut rencontrer après une rupture,
c'est soi. Exactement. Ouais. Et puis après, quand on est bien avec soi-même, on va choisir une personne avec laquelle on est bien et qui est elle-même bien avec elle-même. Et souvent, avec la rupture, ce qui vient, c'est justement une remise en question, C'est une mais bénédiction. qui nous ramène jusqu'à l'enfance. Oui, mais c'est une bénédiction, la rupture. Ouais. Et oui, parce que dans mon métier, je fais des liens avec les programmations. Donc oui, ça ramène à l'enfance. Manque de reconnaissance, affection et protection. On reste un gamin, on reste bloqué dans certaines sphères de notre vie et on agit comme un gamin. On boude, on fait des caprices, on a peur. Les peurs, ce sont des peurs d'enfants. Et j'ai lu qu'on recherche un peu le parent à travers notre conjoint. Tu cherches celui qui t'a maltraité le pire. Ouais, hein. Tu cherches le parent qui t'a maltraité, c'est celui qui va te programmer pour ta vie d'adulte et tu vas rechercher des personnes qui vont te maltraiter comme l'a fait ton ou tes parents. Et ça, c'en est une forme de dépendance. Oui, et même si tu as eu... moi, j'ai eu des grands-parents extraordinaires, un père extraordinaire, mais c'est ma mère qui était la dominatrice dans l'histoire et j'ai cherché des hommes qui m'ont traité comme ma mère. OK. Fait que tu rechercherais pas nécessairement ton père. Non. Tu vas je cherche les comportements. OK. Non, mon papa, c'était un desperado. OK. Ben oui. Et t'as reconnu ça dans le pattern. Ah mais carrément. Donc moi là les desperados, je roulais dessus. J'ai roulé. Mon premier petit copain était un desperado. Je lui ai roulé dessus, mais je me rappelle que j'ai même pas fait attention. C'était même pas méchant de ma part. J'ai pas fait attention. Comment on peut reconnaître la dépendance affective chez quelqu'un qui nous plaît? Quand tu parles de voyants lumineux, là. Alors il y a 5. On fait un check-up, un check engine. Demander et puis on détaillera pas parce que peut-être que le temps nous manque, mais il faut demander les relations avec les parents. Est-ce qu'elles ont été bonnes ou mauvaises? Tu demandes ça à ta nouvelle conquête? Mais oui, ça alimente la conversation. Okay. Mais enfin, tu viens pas avec ta liste et puis tu prends des notes. Faut être un petit peu plus subtil. C'est ça. Oui, ou tu l'écris dans ta main. Tu sais là, discrètement, tu regardes et tu poses des questions. Donc les relations avec les parents sont importantes. Ouais. Les relations avec les ex. Mes ex, toutes des hystériques comment tous des alcooliques. Comment tes histoires se sont terminées? Exact. Okay. Ensuite, ta conception du couple, c'est important. Quelle est ta conception du couple? Parce qu'il faut avoir la même conception du couple. OK, mais si tu as affaire à deux dépendants affectifs, ça va être une conception de deux personnes dépendantes? Hein? Il y en a un qui va dire, moi, je veux pas vivre sous le même toit. Je veux bien que tu sois mon esclave, mais à distance, tu viens quand je siffle. Ça, c'est ton trou noir. Ouais. OK. Et l'autre, il veut vivre avec, hein, là, tu sais, là, il a la queue qui remue, les oreilles bien droites, il attend qu'on lui lance la baballe, il veut vivre avec la personne. Ouais. Et puis les regrets. Parce que quand tu as des regrets, c'est que tu restes dans le passé. Mais est-ce que le trou noir est trou noir parce que c'est juste pas la bonne personne? On n'est pas trou noir parce qu'on repousse les avances d'un desperado. On est trou noir quand on profite du desperado. C'est pas la même chose. Bon, il y a des gens qui tombent sur un desperado, ils reculent, ils disent non merci, non merci, non merci, ils n'en profitent pas. Mais celui qui en profite et même qui finit par lui taper sur la tête parce que ça vient pas assez vite, c'est le trou noir. Ouais. Le trou noir, on va le traiter d'égoïste. Il pense qu'à lui. Mais il pense qu'à lui, mais il le fait pas exprès. Hein. Mais si c'était avec une autre personne, est-ce qu'il pourrait n'être plus un trou noir? Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on peut penser que je suis trou noir, mais c'est juste finalement parce que je suis pas intéressée ou pas amoureuse ou amoureux de la personne. Non, tu repousses la personne, t'en profites pas. T'es pas trou noir parce que tu repousses la personne. Le trou noir, il la rend esclave. Okay, ouais. Il en profite, c'est ça la différence. Il faut bien comprendre que une personne qui repousse les avances d'un desperado n'est pas trou noir. C'est juste une personne équilibrée qui veut pas ou en déséquilibre parce que le desperado est pas aussi ou trop déséquilibré pour lui parce qu'on est au même niveau de déséquilibre quand on s'acoquine en dépendance. Et on est au même niveau d'équilibre quand on tombe sur une personne équilibrée. Pascal Piquet, c'est super intéressant. Écoute, si les gens veulent en savoir plus, ils peuvent lire ton livre best-seller, Le syndrome de Tarzan. Hein, Libérez-vous des lianes de la dépendance affective. Tu as aussi écrit le livre Séduire pour charmer. Hein, séduire pour une nuit ou charmer pour la vie. Voilà. Alors là aussi, on parle aussi de dépendance. Oui. Parce que dans le fond, dans tous tes ouvrages, hein, tu parles de dépendance. Oui, c'est le problème de l'être humain en déséquilibre. Ouais. Et puis il y a Gagner au jeu des échecs amoureux qui explique à la divorcée ou séparée, quand elle s'est remise d'aplomb et qu'elle s'est rencontrée, comment choisir la bonne personne, parce que c'est un recrutement. Et le dernier, c'est La jungle des comportements humains qui est plus axé sur l'entreprise. Et donc, si vous voulez en savoir plus, www.pascalpiquet.com. J'ai une page Facebook également à mon nom, qui est une page professionnelle où j'écris mes phrases du jour. Tu fais des coachings où les gens peuvent te consulter, soit par Skype, en privé. Absolument. Par Skype pour sur 2 jours à Saint-Jean-de-Mata ou en une semaine. C'est ce que font les Européens. Les Québécois peuvent le faire aussi s'ils veulent passer une semaine avec moi où on fait des activités. Ils vivent ma vie en individuel pendant une semaine. C'est du sur-mesure à tous les niveaux. Et il y a 3 activités dans cette semaine VIP qui sont des activités surprises pour réveiller l'âme d'enfant. Et je me régale, j'adore faire ça. Fait que les gens logent chez toi. Oui.
Ah oui? Ils vivent dans mon énergie, ils vivent la vie de Pascal Piquet pendant une semaine. Ça alterne surprise, activité, coaching et puis visite. J'habite au milieu de 90 acres, 37 hectares. Et donc, on a une forêt privée. Et puis surtout, là, on bénéficie de la gentillesse et du bonheur des habitants de Saint-Jean-de-Mata. Petit village à 1h15 de Montréal. Pascal Piquet, ton site internet, Pascal Piquet, PIQUET.com. Merci beaucoup. C'était un plaisir de te recevoir. Faudrait que tu reviennes nous parler parce que là, en fait, on pourrait parler de tes 2 autres livres parce qu'il faut, évidemment, quand on se retrouve séparé ou divorcé, il faut se remettre à charmer ou séduire et ensuite, choisir la bonne personne. Alors, je vais te faire rire, mais moi, quand on me demande quand j'étais célibataire, si j'étais célibataire, divorcée, machin truc, je m'étais jamais divorcée parce que je m'en suis débarrassée il y a plus de 20 ans et j'ai pas envie de me le traîner encore. Donc, j'écrivais célibataire. Pascal Piquet, merci beaucoup. Merci aussi aux Avec auditeurs d'avoir été là.